Tout d'abord, bonjour, bon dia, boa tarde. Donc, je suis vraiment très contente d'être là parce que je peux parler un petit peu de cette Afrique dite lusophone sur laquelle on parle très peu. C'est à la fois un très très grand plaisir, mais c'est aussi toujours un défi parce que il faut que je parle, disons, l'Afrique lusophone, c'est au moins 5 pays, donc assez différents. Mais le nom Afrique lusophone, on a l'impression que c'est un peu la même chose et pourtant c'est très différent. Mais le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut justement que je parle plus de ce qui les rassemble que ce qui les différencie. Et d'autre part, c'est toujours aussi, on peut jongler entre quelque chose qui soit un peu plus poussé et en même temps quelque chose qui soit très basique. Donc parfois l'équilibre n'est pas évident et je ne suis pas sûre dès le départ de vraiment combler les attentes qui concernent cette présentation. Je voulais commencer par vous présenter un tout petit extrait d'un noticiero de l'ICAIC. Donc, l'ICAIC, c'est les journaux télévisés qui ont été réalisés par les Cubains. Donc, comme vous savez, à Cuba, le cinéma a été très, très important depuis le début du travail de Fidel Castro et avec notamment Santiago Alvarez et donc l'école de cinéma. Ce sont des archives absolument incroyables qui d'ailleurs ont été digitalisées par l'INA, donc c'est quelque chose qui vient de se faire il y a très peu de temps, et il y a un ouvrage qui vient aussi de sortir pour ceux qui s'intéressent pour des questions de la tricontinentale internationaliste. Donc, pour la première fois, il y a un ensemble de chercheurs qui se sont réunis, qui ont travaillé sur ces archives de l'INA, maintenant digitalisées, et donc, voilà, auquel je fais partie. Donc, on a publié ce livre qui est organisé aussi par Nancy Berthier, où on travaille sur toutes les thématiques, toutes les régions géographiques. Donc, il y a à la fois des thématiques et des régions géographiques très différentes de tout ce qui était ces noticiers de l'ICAIC, et c'est absolument c'est extraordinaire. En effet, disons, le livre raconte beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, et donc je vous invite aussi à voir un peu au moins les films qui sont ouverts au public, hein, parce qu'après, c'est juste 300, mais il y a 1500 noticiers. Bon, donc, alors, c'était un petit extrait d'un noticiero. Se habla acá. Todos los pueblos, sea los que tienen armas en la mano, sea los otros, están en situación de rebelión contra el colonialismo portugués. En mi país, especialmente, en Guinea, nosotros consideramos la situación como la situación de un Estado que tiene ahí todavía una parcela de su territorio nacional, principalmente las zonas urbanas ocupadas por fuerzas extranjeras. En la parte liberada, que cuenta aproximadamente la mitad de nuestro país, nosotros estamos construyendo una vida nueva, social, económica, cultural. Aquí vemos a Amílcar Cabral en la propia Guinea portuguesa. Para ter em comum, primeira coisa que nós devemos fazer ali é fazer um esforço, nós todos juntos, para nos lembrar, nos diga, los movimientos de liberación que tan dignamente representados estuvieron en esta conferencia. El pueblo de la Guinea, ocupada por Portugal, y las islas de Cabo Verde, representadas aquí por uno de los movimientos revolucionarios más serios de África y por uno de los dirigentes más claros y más brillantes de África, el compañero Amílcar Cabral. Primer día que nos ha hecho sentir una enorme confianza en el futuro
y el éxito de su lucha por la liberación, el movimiento de liberación de Angola y de Mozambique, otras dos colonias portuguesas. Voilà, donc j'arrête là. Alors, je ne sais pas si vous avez pu comprendre quelque chose. D'abord, il y avait donc cet entretien qui est quand même assez intéressant parce qu'il est très rare, cet entretien avec Cabral qui parle en espagnol, et où il explique qu'en effet la situation, donc ils étaient en 66, la situation était celle d'un État qui était occupé par des forces étrangères. C'est-à-dire que la Guinée, maintenant, sous les mains du PAIGC, se considérait déjà en État et le Portugal était cette force étrangère d'occupation. Et ça, c'est une ligne politique très importante que va suivre Cabral. Mais la vidéo, elle est aussi très intéressante parce que c'était au moment, elle a été tournée au moment où justement Cabral était venu pour faire son discours à la conférence des 3 continents, qui est aussi connue comme la conférence intracontinentale. Et c'est ce discours qui va être à la base d'un de ses textes les plus connus, qui est L'art de la théorie. Donc, c'est le discours qu'il a prononcé à l'occasion. Et ce qui est aussi très intéressant, et que la vidéo noticière le prouve, c'est l'importance de Cabral pour Fidel Castro, qui est justement en train de vanter la capacité d'organisation du PAIGC, mais aussi la capacité d'élaboration théorique de Cabral d'un point de vue des luttes de libération. Et donc, ça nous permet d'entrer directement sur ces questions de socialisme, de questions de réflexion sur ce qui est la pratique et la théorie de ces luttes. Peut-être que la première chose qu'il faut être conscient, c'est que dans le cas des luttes de libération de ces ex-colonies portugaises, le moment où elles commencent ce combat contre le Portugal, on est déjà dans les années 60. Donc 61 pour l'Angola, 63 pour la Guinée-Bissau et 64 pour le Mozambique. C'est-à-dire que plus tard que les indépendances, après les indépendances d'une grande partie des colonies anglaises et des colonies françaises. Et aussi, donc, à un moment où on a déjà vu certains échecs des après-indépendances et le travail de ce qu'ils ont appelé le néocolonialisme. Donc, ce positionnement de ces leaders, il se fait à la fois vis-à-vis ces échecs et ce qui a été la récupération de l'Occident sur ces ex-colonies, indépendantes finalement, tant que ça, et d'autre part, en positionnement où la tricontinentale, ils ont l'entrée en scène de Cuba dans la scène internationale, elle est très importante. Et ça justifie aussi que pour Cabral, comme pour beaucoup, je peux parler aussi du cas de Marcelino dos Santos, qui fait partie de Frelimo, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est le Frelimo, ou du cas d'Agustin Neto, pour qui, bien sûr, la question, disons, le grand apport du socialisme pour ces mouvements, c'est à la fin la transformation des nationalismes en internationalisme. Et je pourrais vous montrer beaucoup, je peux passer au PowerPoint. Quand on travaille sur les journaux des guérilleros, personnellement, j'ai travaillé surtout sur les journaux des guérilleros du Mozambique. Je travaille maintenant un peu sur la Guinée-Bissau. Quand on travaille sur des journaux des guérilleros, quand on travaille sur la correspondance entre ces leaders, quand on travaille sur
des documents, par exemple, qui constituaient les livres d'apprentissage, des manuels pour la formation des cadres politiques à l'intérieur de la guérilla, ou même des manuels d'alphabétisation. On voit que beaucoup de questions, par exemple ici, c'est une feuille d'exercice, d'examen, et la première question, elle dit la politique du Frélimo est évidemment populaire et internationaliste, etc. C'est-à-dire qu'une des grandes questions, c'était justement de comprendre qu'il ne s'agissait pas vraiment de lutter pour construire une nation, ce qui va poser beaucoup de problèmes après l'indépendance, bien sûr, mais ce n'est pas là le sujet d'aujourd'hui, mais c'est cette démarche internationaliste. Donc le socialisme sert à éclater les frontières nationales et à positionner le peuple du futur dans une espèce de communauté élargie qui est celle de l'internationalisme. Internationalisme veut bien sûr dire surtout l'hémisphère sud, et donc tous ces constructions et rapports qui commencent avec le panafricanisme, après l'afro-asiatisme, et bien sûr ça se termine avec la tricontinentale. Donc c'est une ligne importante d'analyse de ces colonies et de ce travail donc, de décolonisation. Il faudra peut-être aussi vous expliquer, il faut me dire quand il manque 5 minutes, d'accord? On va si j'arrive à c'est que on a donc la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Disons, il y aura un mouvement qui va lutter pour la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. On a le Mozambique, on a l'Angola. Pour la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, le parti qui va prendre en main cette lutte, c'est le PAIGC. Donc, on a déjà vu le PAIGC avec la Méga Cabral, qui est aussi un grand théoricien de ces luttes et de toutes ces questions. Pour le Mozambique, on a un mouvement qui s'appelle le Frélimo. Le Frélimo, donc le leader du Frélimo, c'est Edouard Mondlane. Et là, j'ai mis une photo parce que comme Françoise avait parlé justement de cette tournée du Tché en Afrique, donc il s'est entretenu avec Edouard Mondlane. C'était un très grand échec, bien sûr, comme il s'est entretenu aussi avec d'autres leaders. Donc c'est Edouard Mondlane que vous avez là, et aussi Edouard Mondlane en 62, au moment où il est accueilli à Dar es Salaam, en Tanzanie. C'est là qu'ils auront leur siège, avec à côté Marcelino dos Santos, donc là, côté gauche, dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est, disons, l'idéologue de service. Par rapport au Frélimo, et le Frélimo a été créé à partir de la fusion de 3 autres mouvements, mais un petit peu fabriqué par Nyerere et par Nkrumah, qui voulaient absolument avoir Mondlane, qui était à l'époque haut fonctionnaire des Nations Unies, comme président du Frélimo. Et pour l'Angola, il y a donc Agostinho Neto, que vous voyez ici dans un entraînement militaire au Maroc, et là, un peu mieux, donc Agostinho Neto qui est décédé en 79 et qui était le président de l'MPLA. Bien sûr que pour l'Angola, il y avait 2 autres mouvements, l'UNITA et la FNLA, mais qui sont des mouvements qui sont un peu différents d'un point de vue de son positionnement politique, puisqu'ils vont être soutenus soit pour le Zaïre, soit par l'Afrique du Sud, par le Portugal. Bon, c'est un peu complexe, là, on ne peut pas y entrer. Mais, donc, ces leaders, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, Mário Pinto Andrade, etc., qui forment effectivement, disons, cette intelligentsia qui va gérer ces luttes de libération, ont
parcours en commun. Et peut-être que la divergence et la différence des histoires de chacune de ces espaces géographiques, elle est un petit peu atténuée et parfois un petit peu cachée par le fait que ces leaders se sont rencontrés à Lisbonne quand ils étaient en train d'étudier à la fac et qui ont effectivement eu des parcours ensemble et surtout que c'est là qu'ils ont aussi entamé des rapports avec le Parti communiste portugais et en même temps avec les idéaux socialistes et autres. Là, ça, c'est une photo. C'est la photo du livre de la fin de la formation de Cabral à Lisbonne. Il a été ingénieur agricole. Donc, vous le voyez avec un petit livre qui dit Engels, ce qui est assez intéressant, disons, par rapport à la date où cette chose a été faite. Et donc, ces influences, bon, ils n'ont pas mis Marx parce que Marx, c'était plus connu et les censeurs de la police politique portugaise étaient notamment pas très cultivés, donc Engels passait mieux. Mais c'était un peu pour parler de cette mouvance, de toute cette culture dans laquelle il baignait. Donc, mais en même temps, ça a posé des problèmes par rapport au Parti communiste et ça, il faut aussi en parler. C'est-à-dire que dans la formation de ces jeunes, comme je dis, d'un côté, c'est intéressant parce que le fait qu'ils sont tous mis ensemble a créé une certaine homogénéité. D'ailleurs, ils ont créé une institution, une organisation qui s'appelle la COMP. C'est une organisation qui accompagnait toutes les luttes de libération. Elle a été créée en 61 à Casablanca, au Maroc. Et donc, ils faisaient des réunions de la COMP chaque année ou 2 fois par an. Donc, ça permettait justement que le PAIGC, le Frelimo et le MPLA soient toujours au courant les uns des autres, ce qu'ils faisaient, la diplomatie internationale, toutes ces questions, et aussi orientation vis-à-vis de la lutte. Mais en même temps, ça nous permet de comprendre ce positionnement de ces leaders face au Parti communiste, face aux idées socialistes. Et là, il y a donc quelques aspects qui sont intéressants. Un, c'est que le Parti communiste portugais, dès que ces jeunes noirs sont arrivés à Lisbonne pour faire les études, parce qu'il faut voir que dans les colonies, il n'y avait pas d'études supérieures, donc ils tombaient tous, ils venaient tous à Lisbonne ou à Coimbra pour faire des études, et le Portugal, Salazar, bien sûr, avait créé une maison qui s'appelait la Maison des étudiants de l'Empire. Donc, en effet, le but de cette maison était que tous les étudiants qui venaient des colonies, et ils devraient avoir une espèce de lavage de cerveau, ils devraient, en effet, à la fin de leurs études, de devenir des ambassadeurs de cette nation impériale. Mais ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. C'est que le fait qu'ils sont tous rencontrés là leur a permis de prendre conscience de ce qu'ils avaient envie, qui est de rendre leur colonie des pays indépendants. Et là, il y a le Parti communiste, à travers notamment l'organisation qui s'appelle le MUD, qui essaye de s'accaparer de tous ces jeunes, de les orienter. Et les problèmes commencent un peu là, avec des rapports différents. Disons, Marcelino dos Santos est toujours resté un petit peu proche du Parti communiste. Ouais, 5 minutes? Un peu plus, non, vous inquiétez pas. Et on peut pareil aussi pour Agustin Neto, s'il faut que je vous explique une chose par rapport à Agustin Neto. Mais ce qui se passait tout de suite, c'est que les militants du Parti communiste portugais, ils voulaient que ces jeunes africains, d'abord, luttent avec les résistants portugais contre le fascisme portugais. Et donc, la question coloniale, disons, des indépendances, n'était pas exactement ce qui intéressait énormément au Parti communiste à l'époque. Il a mis d'ailleurs assez longtemps pour déclarer qu'ils étaient pour l'indépendance des colonies portugaises. Et face à cette espèce d'utilisation de ces jeunes en tant que résistants au fascisme portugais, à la dictature portugaise, plus que des militants des
pour les indépendances de leur colonie, ça crée justement cette espèce de volonté de se autonomiser et donc volonté de créer leur propre mouvement pour rendre leur colonie indépendante. Et donc cette voie de devenir indépendant de ce qui était un peu les directives du Parti communiste, c'est avec l'internationalisme de ces mouvements, l'afro-asiatisme, le panafricanisme, la négritude ici à Paris, quand ils sont venus à Paris, et puis pour beaucoup la tricontinentale, où ils ont trouvé un peu, disons, un horizon de travail et d'idées. Et en ce sens, c'est très intéressant que dans le discours de Cabral en 66, donc à la tricontinentale, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, il fait une espèce de blague, parce qu'il dit, bon, cette réunion, donc ce congrès, il est très bien organisé, il y a des points d'ordre magnifiques, tout a été pensé, mais il y a quelque chose qui manque, et ce qui manque, c'est de réfléchir sur nos faiblesses. Et alors, c'est quoi nos faiblesses? Il dit que les faiblesses, c'est le fait que les mouvements de libération, et notamment les mouvements en Afrique, à l'époque, manquaient d'idéologie. Donc, il fallait beaucoup plus d'idéologie, au sens qu'il fallait une réflexion qui liait justement, disons, les questions politiques aux questions du terrain. Et il va dire, ce qui est très important, c'est que finalement, la révolution, la révolution, comme la lutte de libération, n'est pas une marchandise qu'on peut exporter, c'est en effet un produit d'élaboration locale. Et à partir du moment que c'est un produit d'élaboration locale, il va dire, voilà, la lutte des classes n'est pas le seul moteur. Pour moi et pour nous, ceux qui sont dans ces luttes, notre moteur se fait à partir d'une appropriation des moyens de production. Donc, il va faire une relecture du marxisme et va surtout parler de la question de appropriation, 5 minutes, appropriation donc de ces moyens. Bon, alors là, il faut aussi rappeler que Cabral était un ingénieur agronome, que pour lui, la question du sol, de l'agriculture, de cette matière qui est la production, est très importante, bien sûr. Disons qu'elle est là aussi dans ce discours qu'il tient devant toutes ces personnes en 66. Bon, alors, je vais juste vous montrer quelques photos et puis terminer par une petite phrase. Donc là, vous avez justement Cabral en train de travailler au moment où il était dans son école à Lisbonne pour ingénieur agricole, ici quand il fait du travail agricole en Guinée, à Havane au moment de la tricontinentale avec d'autres militants de PAIGC, une photographie avec une réunion de la CONP dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la Confédération des organisations nationales économie portugaise, qui est vraiment très important pour comprendre ses positionnements aussi politiques et vis-à-vis aussi du socialisme et du communisme, avec Mondlane, Gustinhat, etc. Et que je vous dise quelque chose, là je vais faire un saut, mais c'est peut-être une idée importante pour ceux qui nous écoutent, pour ce rapport à la question du Parti communiste et du Parti socialiste, c'est que si on fait un saut dans le temps, en 77 à Luanda, il va avoir un événement qui est tragique, hein, donc une espèce de coup d'État qui est mené par les et qui va être écrasé, disons, les gens vont être torturés, massacrés, tués, fusillés, etc. Et au fond, c'est un groupe, les Touaregs et leurs compagnons, qui a un positionnement très différent de naître, beaucoup plus proche du Parti communiste et beaucoup plus proche de l'Union soviétique. Donc, c'est juste pour vous dire, je fais juste un saut, c'est une petite parenthèse, pour vous dire que ces questions, ces rapports au socialisme dans toutes ces différentes déclinations, c'est quelque chose qui va continuer et qui, d'une certaine façon, peut formater l'histoire
après l'indépendance, de la même façon, on pourrait parler de ce qui a été le modèle économique conduit par le Frélimo et toutes ces questions qui concernent après la guerre civile, voilà. Pour les internationalismes, bon là, je n'ai pas le temps, mais c'est très bien de lire tous ces petits notes qui sont prises et qui nous permettent de justifier ce que je viens de dire. Par exemple aussi, les poèmes, parce que dans tous les journaux des guerriers, il y avait toujours un petit coin, il y avait des poèmes. Et dans les poèmes, on parle aussi justement de ce passage du national à l'international. Voilà, donc c'était un peu... ça. Et donc, je terminerai pour vous dire que si j'avais eu le temps de rester là toute la journée, je pense pas que 2 minutes, malheureusement. je sais que je serais très content. Mais on pourrait, pour organiser un petit dictionnaire, peut-être l'organiser à partir de l'idée de sol, le sol, disons la terre, de culture et éducation, parce que là, je n'ai pas parlé de ces questions de culture et éducation, c'est aussi très, très important. D'ailleurs, le premier, au moment, c'est la dernière chose que je dis, le moment où finalement le Frélimo a eu de l'argent pour imprimer des textes, c'était une machine qui avait été offerte par des étudiants finlandais. Donc, ils ont commencé, c'était la première fois qu'ils pouvaient vraiment imprimer leurs propres livres. Qu'est-ce qu'ils ont imprimé? Ils ont imprimé une anthologie de la poésie de combat. Ils ont imprimé un petit livre de Samora Machel qui s'appelait Aprender para produzir. Donc, en français, c'était produire, c'est apprendre, apprendre pour produire et mieux lutter. Et donc là aussi, on voit justement ce clivage dont j'ai parlé. Donc, culture, éducation, le sol, le peuple et l'émancipation, le nationalisme, l'internationalisme, voilà, seraient les mots de ce dictionnaire. À venir. Peut-être, voilà, à venir. Bon, merci beaucoup.